Nous accueillerons ensuite Sophie Devineau, qui est sociologue, maîtresse de conférences à l'université de Rouen au sein du laboratoire d'Issola, et qui est notamment l'auteur de l'ouvrage Le genre à l'école des enseignantes, qui est paru en 2012 aux éditions L'Harmattan. Son intervention d'aujourd'hui est intitulée Enseignant-enseignante, une profession entre reproduction et émancipation. Bonjour, donc je remercie Marie Bajoud et toute l'équipe de m'avoir invitée. Pour introduire mon propos, je tâcherai de situer ce que peut apporter le point de vue de la sociologie des professions. Donc voilà, sociologue, j'observe les enseignants aujourd'hui et du point de vue de la profession. Et mon problème va donc être de voir ce que ce point de vue peut apporter à votre réflexion, puisque l'accent a été mis sur les frontières entre famille et école, et donc avec, en complément, la précision, au service de quoi, c'est-à-dire d'idéaux conservateurs ou progressistes. Alors, pour ma part, à partir de mes travaux sur les enseignantes, donc pendant une dizaine d'années, j'ai enquêté. Donc, en gros, ça part des années 2003 jusqu'à 2011-2012. Voilà la période. Donc, on est quand même loin du 19e siècle. Il n'empêche que j'ai quand même ramené cet ouvrage sur les enseignantes, puisque, bien sûr, en tant que sociologue, je commence par lire les historiennes. Et vous allez le voir, mon premier parti pris va être de mesurer, de prendre la mesure de l'état des choses. Est-ce que vraiment, la société a beaucoup changé, ou est-ce que ça n'est pas tout à fait le cas? Est-ce que je retrouve des grandes lignes de fond qui ont été mises en évidence par les historiens et les historiennes? Alors, moi, je vais mettre l'accent sur les ambivalences qui sont portées par cette figure professionnelle, puisque précisément cela va concerner la frontière entre le foyer, la sphère de la famille, le domaine du care, les professions de la sollicitude, du soin, et puis la sphère donc du domestique d'un côté, et puis de l'autre côté. Donc là, je souligne la frontière qui a été donc un peu effacée tout à l'heure. C'est pour ça que c'est intéressant. Et de l'autre côté, l'institution scolaire, la sphère publique et l'expertise professionnelle qu'elle tente depuis les origines de faire reconnaître. Alors, donc sur le versant de l'éducation scolaire, je ne m'intéresse pas à la question pédagogique, vous l'aurez compris. Je m'intéresse à l'institution, je m'intéresse à l'organisation de ce secteur de travail. Et il s'agit pour moi de décrire le profil sociologique aujourd'hui des professionnels, afin d'essayer donc de penser cette activité salariée qui est très féminisée entre reproduction et émancipation. Alors vous l'aurez compris, mon point de vue est tout à fait centré ou part du monde du travail, des professions et des rapports sociaux de sexe. Pour moi, souligner ceci vise à poser que toute réflexion, y compris pédagogique, en matière d'éducation, doit être systématiquement référée à un moment ou à un autre à la société qui hiérarchise les familles, distribue les postes de travail de manière sexiste et socialise donc très tôt les jeunes générations aux inégalités de classe et de sexe, sans parler aux inégalités de racisation. Alors, je vais m'intéresser donc à cette profession très féminisée de longue date. C'est pas une féminisation nouvelle. Et je vais essayer d'explorer les impératifs sociaux qui contraignent les jeunes femmes à devenir enseignantes. Alors bien sûr, cette contrainte n'est jamais totale, et c'est aussi cela qui m'intéresse. Et je souhaite souligner donc tous les jeux sociaux qui animent ces rapports sociaux de sexe à l'intérieur de la profession enseignante, autant dans le sens d'une reproduction que comme moteur de progrès et d'égalité. Alors tout ceci soulève un large
un large ensemble de questions. Devenir enseignante est-il toujours aujourd'hui un des rares secteurs d'emploi véritablement accueillant pour les jeunes femmes diplômées et qui leur permet de passer correctement et avec une belle reconnaissance la frontière du foyer? À l'inverse, en quoi devenir enseignante, cela permet-il aujourd'hui de conserver les femmes dans une assignation de sexe au rôle de mère éducatrice et donc de conforter la continuité entre la sphère privée et les activités domestiques? En quoi définir ou chercher à tirer l'enseignement vers un registre d'activités liées aux professions du care, etc. Et là, je pense à une thèse en cours à propos des CPE et la féminisation qui, elle, est récente, avec une redéfinition des contenus de la profession. Bien, en quoi cela peut empêcher les enseignants de tirer réellement profit des bénéfices égalitaires dans et par cette profession? Alors, d'autres questions peuvent être abordées. Quel modèle de femme active l'enseignante a-t-elle incarné au fil du temps, ce que j'ai enquêté d'ailleurs, et encore aujourd'hui. Autre question que par contre je n'aurai pas le temps d'aborder, sauf si vous me posez la question, donc les foyers dans la sphère privée, les foyers d'enseignants sont-ils des creusets familiaux progressistes? C'est-à-dire que font-ils avec de leurs filles et de leurs garçons? Et là, effectivement, j'ai des résultats, mais je ne pouvais pas tout présenter. Alors, je m'appuie sur ces trois ouvrages. Je vais donc pas m'appesantir. Donc, la première question que je vais explorer avec des illustrations tirées d'enquêtes, c'est en quoi cette profession est encore aujourd'hui un rouage donc de la reproduction des rapports sociaux de sexe. Alors, juste un rappel qui me semble important pour le raisonnement. Le cadre encore aujourd'hui du monde du travail dans lequel les filles s'insèrent est un monde donc marqué par la ségrégation sexuée du travail, qui est une ségrégation donc horizontale, c'est-à-dire que l'éventail est très restreint. Sur 455 professions détaillées, une vingtaine continuent à regrouper quasiment la moitié des femmes. Et en fait, on observe que c'est réellement la catégorie des professeurs et professions scientifiques qui comporte 54% de femmes, donc qui a atteint la parité. Donc une profession, une catégorie de professions dans les années 2000 et 2015, puisque c'est toujours vrai. Alors, une ségrégation horizontale qui se double d'une ségrégation verticale, vous en avez entendu parler. Il s'agit donc du fameux plafond de verre et donc de la difficulté que les femmes ont à développer une carrière et accéder à des postes à responsabilité. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe dans l'éducation nationale, l'éducation scolaire. Et donc, j'ai simplement repris les chiffres du ministère. Et vous voyez, du premier degré au supérieur, tout simplement, encore aujourd'hui, les femmes se raréfient. Plus on monte dans l'édifice scolaire. Donc, on a bien une division sexuée du travail scolaire encore aujourd'hui. Alors, maintenant, j'ai essayé d'affiner cette photographie et cette mesure, et donc j'ai fait une enquête auprès de 1576 enseignants normands, de la maternelle à l'université, du secteur privé et public, pour essayer ici de figurer une cartographie. Et vous voyez que cette cartographie, elle est très sexuée, elle est très structurée par le sexe, avec en bas à gauche donc le niveau maternel, essentiellement tenu par des femmes, majorité, c'est plus de 90%, dans le privé. Et puis à l'opposé, donc là je commande simplement les oppositions les plus fortes. À l'opposé, vous avez donc le supérieur public, les hommes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, dans cette enquête, j'ai beaucoup de renseignements. J'ai énormément de renseignements sur les enseignants, ce qui n'est pas le cas pour l'ADEPE. Et donc, je peux savoir le diplôme des parents, l'origine sociale des parents. Et ce dont on peut s'apercevoir, c'est que pour les femmes, eh bien, le secteur public atténue cette structuration sexuée. Donc, ça veut dire qu'elle est aiguisée par le secteur privé,
qui en France est essentiellement catholique, elle est aussi atténuée par l'origine sociale des parents qui, lorsqu'ils sont cadres, agissent comme des rouages, enfin cadres et enseignants, agissent comme donc des rouages compensateurs pour l'avenir des filles. Alors, toujours dans ce panorama très rapide, quand je vais enquêter auprès des candidats, les futurs enseignants, donc là, c'est le résultat d'une enquête représentative donc à l'UFM. Donc aujourd'hui, les SP, donc je continue à refaire annuellement ces enquêtes. Donc le rapport des chances entre hommes et femmes a caractéristiques identiques. Donc les femmes vont 3 fois plus demander à devenir professeurs des écoles, alors que les garçons, encore aujourd'hui, je parle des jeunes générations, envisagent le second degré. Alors très rapidement, les questions que j'ai ici données montrent des différences aussi entre les hommes et les femmes, des différences qui sont déjà dans les travaux d'Ida Berger, c'est-à-dire les travaux de 1979. C'est-à-dire aux garçons la possibilité de dire qu'il choisit ça pour une solution de repli ou pour gagner sa vie, aux filles l'amour des jeunes et l'intérêt pour la psychologie. Donc une très forte inertie dans les jeunes générations. Alors, dans les enquêtes que je mène annuellement auprès des SP à Rouen, donc là, j'observe que toujours qu'il n'y a pas assez de postes offerts dans l'institution scolaire en maternelle pour satisfaire le vœu des jeunes femmes. Donc elles sont déçues parce qu'elles souhaitent en priorité travailler en maternelle et puis éventuellement en CP, CE1, donc les jeunes enfants, ça représente 3/4. Alors là, ce qui m'a plus intéressé et ce que j'ai plus creusé par des entretiens avec ces jeunes futurs enseignants, c'est qu'ils invoquaient de façon quasi systématique dans le questionnaire, parce que je me sens plus à l'aise avec les jeunes enfants. Et donc, vous voyez à quel point cet argument interroge les éducations féminines qui ont été transmises aux futurs enseignants, cette intime conviction qu'ils sont légitimes, enfin en tout cas que les femmes sont légitimes avec les jeunes enfants encore aujourd'hui, et à l'inverse que les hommes ne sont pas légitimes. Donc là, je souhaitais simplement souligner l'enjeu d'une formation des maîtres qui au moins permettrait de mettre à distance ce genre de choses. Il faut savoir qu'à Rouen, donc dans les années 2011, 10, 11, 12, j'ai réussi à enseigner genre et éducation dans un module. Il y a eu des restrictions budgétaires et ça a été le premier module qui a été fermé. Alors, donc ça, on voit, c'est comment les jeunes arrivent. On a vu l'institution, comment ils arrivent. Et ici, je voulais simplement illustrer par les attentes des parents. C'est-à-dire que dans mes enquêtes, beaucoup d'enseignantes, et notamment de maternelle, disaient que les attentes des parents tournent autour de la mère éducatrice. Donc, les jeunes femmes, si elles mentent, elles disent qu'elles ont des enfants, parce que sinon elles ne sont pas respectées, elles ne peuvent pas s'occuper des parents, des enfants. Et par ailleurs, les parents continuent à soutenir l'idée que il n'y a pas de spécificité du travail avec 30 petits par rapport à la maison où on fait un goûter avec 4 enfants. Donc il y a une difficulté et du coup les hommes, vous comprenez bien, encore aujourd'hui ne se sentent pas légitimes dans ces niveaux. Alors bon, là j'ai fait un panorama très rapide de l'institution, l'organisation. J'ai rajouté quelques éléments pour montrer à quel point l'égalité des sexes n'est pas une priorité. C'est-à-dire que c'est pas une question. Les enseignants ne sont pas du tout opposés. J'ai plein d'enquêtes, d'autres enquêtes qui montrent que ce sont des gens qui travaillent volontiers, etc. Sauf qu'ils sont submergés par d'autres priorités. Ça n'est pas une priorité. Et puis alors voilà quelques éléments. Donc pour eux, surtout les femmes, plus les femmes même que les hommes, la question de l'égalité des sexes dans une formation dans l'ESP, c'est sans objet depuis la mixité. Et puis une partie non négligeable d'enseignants hommes et femmes pensent que les manuels sont neutres.
Alors, également, surprise, quand on prend des jeux spécifiquement marqués dans le temps traditionnel, comme billes, marelles, cordes, eh bien, on a quand même 53% de femmes qui disent que ce sont des jeux sexués et 47% qui disent que non, elles ne sont pas des jeux sexués, et plus que les hommes. Donc, il faut aussi pour penser la formation, ne pas forcément focaliser simplement sur les hommes enseignants. Alors, par ailleurs, ils préfèrent travailler les uns et les autres avec les élèves de leur sexe. Alors, j'ai utilisé un sondage Sofres comme une expérience. Alors, les professions, on demandait aux enquêtés, pas seulement des enseignants, de classer les professions, 25, selon un degré de prestige. Donc moi j'ai repris ce sondage et je l'ai passé à mes enquêtés, tout simplement sous forme de test, parce que ce sondage, alors j'ai encore été voir, il est toujours sexiste, propose une liste sexiste puisqu'il y a toutes les professions sont au masculin, il y a une seule profession qui est au féminin, c'est infirmière. Alors moi je veux voir comment réagissent les enseignants, d'autant que, alors ici vous avez une cartographie, vous voyez que en gros tous les enseignants donc reprennent la hiérarchie classique, ouvrier, peu de prestige, et puis donc ensuite cadre supérieur, etc. Beaucoup de prestige. Ce qui est intéressant, c'est de voir donc en haut à gauche, vous avez un groupe d'enseignants qui ce que j'ai appelé l'anti-hiérarchie des professions, qui critiquent de façon extrêmement virulente. Donc déjà, ils renversent dans le questionnaire, des questions fermées, la hiérarchie, donc ouvrier, beaucoup de prestige, et puis juge, peu de prestige, par exemple. Mais en plus, ils assortissent, alors, il y avait donc des questions ouvertes, mais ça ne leur suffisait pas. Donc j'ai les questionnaires, c'est gribouillé un peu partout, donc ils étaient très animés par la volonté de dire ce qu'ils en pensaient. Alors bien sûr, ce n'est pas l'objet ici. Moi, ce que je voulais signaler, c'est qu'aucun enseignant, 1576, n'a relevé. Donc ils ont été critiques, mais pas sur la question de la liste sexiste, ils n'ont pas vu. Donc voilà comment est-ce qu'on peut être aveugle à certaines choses. Alors juste, là aussi, pour montrer l'état de l'inertie, donc la différence, parmi les différences significatives entre hommes et femmes, ce qui apparaît, c'est que les femmes les enseignantes vont accorder beaucoup de prestige donc aux hommes d'affaires, c'est une figure du rapport de pouvoir. Les hommes enseignants préfèrent l'infirmière, et c'est une figure du Caire. Alors, donc j'ai fait un petit panorama donc des obstacles à la mixité, à la parité, qui sont, vous l'avez vu, bien réels, aussi bien à l'échelle de la société qu'à l'échelle de l'école. Et donc, ma question maintenant, c'est ne pas en rester là non plus, c'est-à-dire pas penser les choses de manière fixiste, mais quand on réfléchit en termes de rapports sociaux de sexe, on sait que ce sont des rapports de force, des jeux de pouvoir, des luttes, des conflits, une dynamique. Et donc là, je prends le point de vue développé par Rebecca Rogers, l'historienne. C'est-à-dire que les enseignantes sont des actrices, elles ne sont pas simplement agies. Alors, très vite, je rappelle que cette profession, et ça ce sont donc les historiens qui nous l'apprennent, ont été le premier corps professionnel féminin de la nation par leurs effectifs, et elles ont aussi bénéficié, plutôt que les autres, de l'égalité de traitement, à travail égal, droit de vote dans la profession. Alors, aujourd'hui, la sociologue donc Niki Lefebvre montre que pour l'Europe, la profession enseignante, en gros les choses ont très peu bougé, la profession enseignante reste encore le premier employeur pour les jeunes femmes diplômées. Donc en accueillant de manière relativement respectueuse les jeunes femmes diplômées, on peut estimer que l'école fait du féminisme en acte, à bas bruit. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est les groupes de conscience, c'est-à-dire la minorité agissante des enseignantes militantes féministes. Donc, j'ai choisi la FSU, le secteur femmes de la FSU, parce que la FSU, c'est le syndicat majoritaire dans l'éducation nationale. Et donc, j'ai été mener des observations dans ce secteur femmes, et je voulais voir comment elles travaillaient.
Donc, elles ont particulièrement compris que la maîtrise de la langue, du langage, de la parole est un enjeu fort des rapports sociaux de sexe. Et ce qui s'explique par la place particulière de ce groupe professionnel dans le mouvement d'émancipation des femmes sur la longue durée. Donc là, je ne le rappelle pas, mais j'ai travaillé sur des fiches du Métron aussi, pour regarder un peu la part des femmes dans les mouvements d'émancipation, les mouvements ouvriers. Et elles sont très présentes, parce que justement, elles maîtrisent la langue et la parole. Alors en plus, il ne faut pas faire non plus d'anachronisme. Il faut se rendre compte que la lecture des faits sociaux en termes de rapports sexués s'est imposée dans la recherche relativement récemment. C'est 2003. La création d'un J-genre également. Alors, donc les enseignantes que j'ai observées militantes, qui ne sont pas bien sûr représentatives statistiquement des enseignantes, comme donc c'était le point de vue que j'ai développé dans la première partie. En revanche, elles sont représentatives de la profession parce qu'elles sont reconnues comme les représentantes de valeurs, de perspectives, d'objectifs. Donc, elles vont auprès de leurs pairs donc travailler à la diffusion de la connaissance élaborée par les scientifiques. Et j'ai pu observer qu'elles lisent tous les travaux des chercheuses. Elles les connaissent, elles les lisent, elles les invitent. Alors, juste pour illustrer, elles vont éduquer le regard des collègues in situ, elles vont donner une leçon à l'institution scolaire, elles vont porter la voix des femmes dans le syndicat, apprendre à leurs pairs à compter, contrôler la langue, la parole, le langage et changer les mots. Alors très vite, donc il s'agit dans les écoles maternelles, aussi archaïque que cela puisse paraître, c'est encore le cas. On trie les jouets des garçons et des filles. On fait la lettre au Père Noël. Et donc en début d'année, il y avait une jeune enseignante qui avait fait le tableau des présences en maternelle, rose et bleu. Donc elles agissent. Ensuite, elles agissent aussi in situ dans les collèges où là, il y a des équipes de direction hommes qui réagissent très mal au fait que les jeunes filles, les jeunes adolescentes sont indisciplinées. Elles ne sont pas les jeunes filles coquettes, discrètes, etc. Et du coup, quand ils me présentent leur collège, ils me disent « Moi, ce qui m'a frappé en arrivant ici, c'est la surreprésentation des filles. » Donc, ils sont envahis. Donc simplement je leur dis, vous avez les statistiques, donc c'est un principal de collège, il suffit qu'il demande les statistiques, ça sort, et non, il y a plus de garçons que de filles, et donc la proposition des enseignantes féministes du secteur femmes, c'est avez-vous lu les crapuleuses, etc. Donc elles essayent donc de les éduquer. Alors il y a aussi toute une éducation des inspecteurs, puisque les cadres de l'éducation nationale n'ont aucune idée de ce genre de choses. Donc il y a une formation qui a été mise en place là cette année à Rouen, c'est tout à fait nouveau. Et là vous avez un cas parce que donc je l'ai gardé, c'était en 1986, mais parce qu'il était vraiment exemplaire. Donc d'une part parce que l'activité de travail est bien notée quand c'est un travail de femmes. Donc les femmes en maternelle ont des bons rapports. Mais si jamais c'est un homme qui fait cette activité de travail, il déroge donc au vrai travail d'homme. Et du coup, il a un sale rapport. Donc là, les enseignantes féministes ont fait tout un travail qui continue d'ailleurs de servir de support, d'éducation, donc auprès des familles, des parents, etc., pour montrer ce qu'est l'activité de travail en maternelle. Alors, également, au sein du syndicat. Au sein du syndicat, elles sont extrêmement donc actives. Elles publient des revues, des articles. Elles diffusent en permanence où en sont les associations. Elles travaillent avec les associations. Voilà. Mais aussi, il faut qu'elles défendent une place dans les congrès. Et donc, elles ont mis en place le principe de la fermeture éclair, donc où on intercale un homme, une femme. De la même façon, on intercale une personne qui n'a jamais pris la parole et ceux qui la prennent tout le temps. Il faut que vous sachiez que maintenant, ça fait partie des... Voilà, c'est une banalité maintenant. Donc ça marche. Alors, il faut aussi qu'elles apprennent à leur père à compter. Donc là, j'ai le témoignage d'un enseignant syndicaliste qui est pro-féministe, etc.,
Et là, ils réalisent que quand ils doivent monter en préfecture pour discuter d'une revendication, eh bien, ils ne se posent jamais la question de savoir combien d'hommes, combien de femmes. Et donc, c'est toujours des hommes. Alors qu'il y a des femmes responsables localement du syndicat. Donc, des sortes de la mise en place de réflexes systématiques. Et puis, bien sûr, contrôler la parole parce que c'est un instrument de domination, donc parler au lieu d'être parlé. Elle travaille beaucoup avec les linguistes pour la féminisation des textes du syndicat et en tout cas de leurs articles dans la FSU, mais elles disent que c'est un travail très difficile concrètement. Là, elles témoignent pour elles. Il faut qu'on s'astreigne à contrôler les tics de langage donc auprès de leurs élèves. Donc même elles qui sont donc vigilantes, eh bien, elles disent il faut se faire violence tous les jours. C'est-à-dire que contre la violence des éducations féminines dont elles ont été les sujets, eh bien, il faut qu'elles exercent sur elles une contre-violence. Et c'est pas simple. Et puis enfin, il y a tout un débat sur le changement de la terminologie de l'école maternelle et donc la défense de transformer l'école maternelle en école première, de manière à ce que les enseignantes puissent être considérées comme des professionnels, des expertes, et non pas comme des prolongements de maman. Et donc là, je m'appuie sur les travaux notamment tous les travaux en sociologie des professions, sur ce qu'apporte la professionnalisation et les ruptures. Donc là, j'insiste sur les frontières qu'il faudrait au contraire, qu'il faudrait pas lâcher. Et là, sur ce plan-là, je suis dans la même, dans le même type de réflexion et d'observation que Marlène Cacou. Alors. Donc, je conclus. Donc, si les obstacles, vous l'avez vu, existent, et encore aujourd'hui, la particularité de cette profession centrée sur la pédagogie, la maîtrise de la langue et bénéficiant d'un statut plus respectueux du droit du travail, tout cela va favoriser l'action des enseignantes féministes pour la promotion de l'égalité entre les sexes à l'école et au-delà de l'école. Alors là, je ne l'ai pas rapporté, mais elles sont aussi actives et présentes dans toutes sortes d'associations, dans toutes sortes de mouvements sur les droits de l'homme, etc., des mouvements d'émancipation. Mais l'ambivalence entretenue autour de la figure de la mère éducatrice, particulièrement en maternelle, en soulignant donc, en les ramenant en permanence à la continuité de l'éducation entre la sphère privée du foyer familial et la sphère publique des métiers, eh bien, dessert les jeunes femmes. Elles s'en plaignent. Elles aiment leur métier, elles sont heureuses au travail. J'ai vu la même chose que les derniers résultats de l'enquête MGEN. C'est le bonheur au travail, mais un manque de reconnaissance. Donc, il faut aussi se rappeler que pour l'école maternelle, c'est le poids de l'héritage de l'histoire institutionnelle qui n'a ouvert ses portes aux enseignants que très progressivement. Alors, quand on a les femmes dans les petits niveaux ou dans des enseignements de deuxième catégorie, des enseignements féminins. Donc, les femmes dans l'histoire ont conquis des positions plus égalitaires en rompant avec la continuité entre maternage et profession de femme. Voilà, je vous remercie.